Bonjour, bienvenue et merci d'avoir rejoint notre webinaire aujourd'hui. Mon nom est Chris Martin, directeur technique de Regenesis en Europe. Et nos deux intervenants aujourd'hui sont Mariangela Donati et Aurélien Trigé. Pour ceux qui ne les connaissent pas, Mariangela est aujourd'hui en charge de la France pour Regenesis. Elle a fait ses études d'ingénieur à l'Université de Bologne en Italie. Mais elle a travaillé plusieurs années en France. Aurélien est docteur en procédés pour l'environnement et travaille depuis plusieurs années dans le domaine de sites et sols pollués. Il est aujourd'hui en support technique pour la France pour Regenesis. Nous avons déjà organisé des webinaires sur le traitement de PFAS avant, mais il y a beaucoup de nouvelles inscriptions aujourd'hui. Alors d'abord, Marie-Angela va brièvement récapituler le mode de fonctionnement du produit. Ensuite, Aurélien va présenter deux nouvelles études de cas. Et enfin, Marie-Angela terminera avec quelques informations sur certaines extensions de la technologie. La présentation durera environ 1 heure et se terminera par une session de questions-réponses. Mais avant de démarrer, encore quelques détails techniques. Si vous avez des questions, vous pouvez les soumettre à tout moment pendant le webinaire en utilisant l'interface questions qui est située sur votre panneau de contrôle. Nous prévoyons une session de questions-réponses à la fin du webinaire, comme j'ai dit déjà, et durant laquelle nous répondrons à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous les soumettre. Pour avoir la meilleure connexion possible, nous vous conseillons de fermer toutes les autres applications et programmes sur votre ordinateur, y compris boîte mail et chat. Et si la qualité audio se détériore, fermez simplement votre session GoToWebinar et redémarrez-la. Si le problème persiste, faites-le nous savoir à l'aide de l'interface question et nous essayerons de vous aider à résoudre le problème. Je vais maintenant passer la parole à Marie-Angela. Bonjour, merci Chris, bonjour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Comme Chris a anticipé, je vais faire une courte présentation de la société pour les nouveaux participants que je vois assez nombreux aujourd'hui. Je vais parler un peu des PFAS et de notre solution pour le traitement in situ des PFAS, PlumeSop. Aurélien va vous présenter deux cas d'études. Et à la fin, je vais reprendre la parole pour vous parler des développements futurs et de notre garantie Plume Shield que maintenant on offre pour le traitement in situ des panaches en PFAS. Et au final, bien sûr, il y aura, comme d'habitude, donc une session de questions-réponses. Donc, qui sommes-nous? Qu'est-ce que fait Regenesis? Donc, Regenesis travaille depuis 25 ans dans la recherche et vente des réactifs injectables pour le traitement in situ de la nappe. Donc, depuis 28 ans, on a traité des milliers de projets dans le monde. Nos réactifs sont utilisés chaque jour dans le monde. On est né en 1994 et on a été les premiers à créer quelque chose, un réactif spécifique, spécifiquement développé pour le traitement de la nappe in situ. Et on a été les premiers, bien sûr, à l'injecter. Et depuis ce moment, on a toujours travaillé dans ce secteur spécifique. Notre département R&D travaille chaque jour pour améliorer l'efficacité de ce type de traitement. Aujourd'hui, on va voir PlumeStop, un réactif à base de charbon actif colloïdal qui a été lancé en 2014. On verra un peu plus de détails plus tard. Comment nous pouvons vous aider en général dans le traitement des nappes? Généralement, comment marche? Généralement, on évalue avec vous les données du site, le schéma conceptuel, les caractéristiques de la pollution sur site, et on évalue si effectivement on est capable de vous aider, si on a un ou plusieurs réactifs qui peuvent résoudre votre problème. Une fois vérifié ça, on va choisir la technologie ou les technologies
plus adapté au schéma conceptuel, mais aussi aux objectifs que vous avez pour votre traitement. Si c'est juste une finition, si vous avez des priorités en termes de coût, en termes de temps d'efficacité, de temps de réduction de concentration. Et donc, on évalue tout ça pour choisir la solution qui nous semble la plus adaptée. On vous aide dans phase de, on s'occupe généralement du dimensionnement, on calcule les dosages nécessaires pour votre objectif, donc les coûts liés à ces dosages. On peut s'occuper de la mise en œuvre, de l'application des réactifs et on est content de vous supporter dans l'évaluation des données après application. Ça, parce que c'est toujours utile d'avoir un REX, de voir l'efficacité d'un traitement lié aux caractéristiques du site spécifique. Et en même temps, nous avons le REX, on regarde ce type de données tous les jours. Donc, on peut vraiment vous supporter pour mieux comprendre les processus qui se passent après injection. Donc, on a fini un peu avec l'introduction Regenesis. Sur Regenesis, on va passer au PFAS et à la solution qu'on propose pour le traitement du PFAS. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le PFAS? C'est une grosse famille de composés. C'est des substances poly- et perfluoroalkylées. On parle des milliers de composés, donc une famille assez vaste. Les plus connus, c'est les PFOS, les PFOA, les PTFE, mais il y en a vraiment des milliers. Et pourquoi on s'intéresse à ça? Parce que c'est des polluants émergents qu'on sait être très diffusés dans l'environnement parce qu'ils ont des propriétés industrielles très intéressantes. Ils sont lipophobes, donc on les retrouve beaucoup dans les emballages alimentaires. Ils sont hydrophobes, donc on les retrouve par exemple dans les imperméabilisants. On les retrouve beaucoup dans les mousses anti-incendie, vraiment pour ces caractéristiques-là. Et donc, ils sont susceptibles d'être présents dans la plupart des centres d'entraînement à la lutte incendie, dans les aéroports et dans beaucoup plus de sites industriels. On voit qu'ils ont étudié, ils ont observé qu'il y a des milliers de sites industriels en Europe qui sont susceptibles de le relarguer PFAS dans l'environnement, dans l'eau, dans l'air, dans le sol. Vous avez aussi peut-être entendu parler de l'accident qui s'est passé dans l'usine 3M en Belgique. Suite à l'accident, ils ont les mesures dans les sangs présentaient des valeurs en PFAS. Donc, c'est quelque chose sur lequel on est toujours plus concerné, plus entente. Il y a beaucoup d'études en cours. C'est pas encore tout clair l'effet sur la santé, sur l'environnement, mais on sait que certains PFAS, et on ne les connaît pas tous, peuvent être vraiment des conséquences très, très négatives sur environnement et santé. Donc, quelle est la solution pour traiter des nappes polluées en PFAS? La solution par défaut est le pompage et traitement à ce jour. Ça, c'est une solution que vous probablement savez déjà, c'est bien coûteuse en termes de conception. Il y a tout un dimensionnement à faire en amont et il y a une mise en œuvre des machines installation sur site. Mais ce qui est plus cher encore, c'est l'exploitation. C'est des machines qui tournent en continu, qui demandent de l'énergie en continu, de la maintenance et qui produisent des déchets qui sont dangereux et pour lesquels il existe à ce jour vraiment très peu d'options pour éliminer ces déchets. Par exemple, aux États-Unis, il faut savoir que les États-Unis, ça a été les premiers à traiter, s'intéresser au PFAS et donc aussi à traiter les PFAS. Ils ont des seuils de traitement spécifiques pour les différents milieux depuis longtemps. Et plusieurs agences environnementales aux États-Unis ont commencé à parler de demander d'interdire l'incinération des PFAS. Donc, ce qui était connu comme peut-être la seule façon de détruire les PFAS, commence à n'être plus accepté. Ça parce qu'effectivement, on commence à observer que probablement, ce n'est pas une vraie destruction. Les PFAS, ils sont dégradés dans des chaînes plus courtes, plus volatiles. Donc, c'est juste un passage des milieux. Les PFAS, après incinération, on a observé des villes qui ont été dispersées avec les PFAS après incinération. Et il faut aussi savoir que le passif, après, incombe à la partie responsable du centre d'enfouissement ou de l'incinérateur, par exemple. On sait que pour la façon de marcher, le pompage et traitement, c'est surtout pour les PFAS, c'est les seuils en nanogrammes qu'on a généralement pour les PFAS.
ce type de traitement, le pompage de traitement, c'est quelque chose qui devra poursuivre indéfiniment. Donc, on a une demande d'énergie, de maintenance et production de déchets à l'infini. Donc, c'est quelque chose qui, du point de vue environnemental, excusez-moi, du point de vue environnemental, ne peut pas être défini durable et en même temps n'est pas soutenable économiquement. On a des demandes d'énergie, de gestion des déchets vraiment sur le long terme avec des coûts conséquents. Donc, ce qu'on propose, je coupe la vidéo parce qu'on a une vidéo qui peut consommer de la bande. Donc, ce que nous proposons comme solution alternative, c'est l'utilisation des PlumeStop. C'est un réactif injectable à base de charbon actif liquide. Donc, c'est un réactif qui est composé par des particules de 1-2 microns de charbon actif, donc des particules très fines, donc qui vont rester en suspension. On va créer une suspension colloïdale qui est mise dans une solution de polymère. Là, vous voyez la vidéo, vous voyez les particules sont si fines qu'ils restent parfaitement en suspension. Cette caractéristique nous permet d'avoir une distribution ample dans notre aquifère. C'est quelque chose qu'on va injecter directement dans la nappe à très faible pression et il y aura une excellente distribution aussi homogène. Là, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose d'homogène, de traiter partout où on veut traiter. Ça pour avoir un effet d'absorption très rapide des PFAS qui sont dans la nappe. Donc, on a quelque chose qui se distribue bien et qui a un effet très, très rapide on va dire, d'absorption des PFAS. Donc, en gros, on va injecter les charbons actifs et on va créer dans le sous-sol, dans notre aquifère, un filtre épurateur. Donc, directement dans la nappe, sans sortir le PFAS. Je reprends la caméra. C'est un réactif qui a été lancé dans le commerce en 2014. Il a été lancé pas que pour les PFAS, mais aussi pour le traitement des hydrocarbures et des solvants colorés. Après, il faut savoir que par contre, il a été issu après 5 ans de recherche sur ces réactifs. Donc, on a investi beaucoup sur la recherche et le développement de ce type de réactifs. Et depuis 2014, on l'applique dans plusieurs sites dans le monde. Sur quoi on a travaillé pendant notre phase de recherche et développement? On a travaillé beaucoup aussi sur la capacité de distribution parce que c'est un aspect clé pour l'efficacité des traitements in situ, surtout quand on doit atteindre de très faibles seuils de masse en nanogrammes. Et ici, vous avez vu la comparaison entre à gauche la distribution de notre charbon actif colloïdal et à droite un charbon actif un peu plus grand, en poudre. Donc, typiquement, le charbon actif en poudre a des particules de charbon actif qui sont au moins de 2 ordres de grandeur plus grandes par rapport à la taille du charbon actif de PlumeStop. Donc, vous avez vu une série de photos prises pendant 12 minutes. Et là, les deux charbons actifs ont été appliqués par gravité, donc sans pression. Après, quand on injecte vraiment en aquifère, on met aussi un peu de pression. Ici, juste par gravité, vous voyez la différence de distribution après 12 minutes. Vous voyez comme la distribution est homogène avec un charbon actif colloïdal, donc avec des particules très, très fines. On va voir aussi le PlumeStop au microscope. Donc là, vous voyez des graines de sable avant application de PlumeStop. Donc vous voyez, ils ont une surface bien plate. Qu'est-ce qui se passe après application? Vous voyez, on va créer avec l'application de PlumeStop, on a des particules de 1-2 microns. Vous voyez ici, l'échelle c'est 20 microns. Des particules qui se sont fixées au sol et donc qui ont créé une surface beaucoup plus irrégulière. Et c'est ça qui augmente fortement l'absorption, la capacité d'absorption. Considérez qu'en appliquant 1 gramme de PlumeStop, la surface spécifique, donc c'est celle qui va absorber, va augmenter d'environ 100 mètres carrés. Donc, on va mettre des particules petites de charbon actif, donc
en masse, c'est pas énorme, mais ça va créer une surface spécifique très, très élevée, donc beaucoup de sites d'absorption sur lesquels les PFAS vont s'absorber. PlumeStop, donc, on l'utilise pour réduire ou supprimer les risques liés à la présence des PFAS dans la nappe. Ici, vous voyez la définition de pollution, de remédiation faite par l'ITRC, qui c'est une agence environnementale aux États-Unis. C'est l'Interstate Technology Regulatory Council. C'est une agence très réputée aux États-Unis qui définit la remédiation comme un procédé utilisé pour réduire ou supprimer les risques pour les humains et les environnements qui peuvent résulter de l'exposition à des produits chimiques dangereux. Donc, je souligne les risques liés à l'exposition. Qu'est-ce qu'on fait avec PlumeStop? On va supprimer les voies des risques, les voies d'exposition, pardon, de façon de supprimer les risques liés à la présence des PFAS dans la nappe. Donc, on élimine une possible exposition aval en supprimant, et donc on supprime les risques. Donc, pour faire ça, je vais redémarrer la vidéo, pardon. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose? De créer une barrière perméable réactive injectable avec PlumeStop, avec un charbon actif. Donc, on va créer une barrière, mais pas une vraie barrière comme les barrières imperméables, pas une vraie barrière physique, mais une barrière injectable. On injecte du charbon actif de façon de couper le panache et donc couper la migration des PFAS à l'extérieur du site ou quand même en aval. Et généralement, ça, on le propose en aval de la zone. Non, PlumeStop, on le propose pour application en aval de la zone source. Généralement, dans les cas qu'on va voir aujourd'hui, dans les deux études de cas, la zone source, c'était des zones d'entraînement anti-incendie dans deux aéroports. Donc, c'est effectivement le cas comme on le voit ici. Après, on va voir une autre citation de l'ITRC, de l'équipe PFAS de l'ITRC, donc bien réputée dans le domaine de traitement de PFAS. Donc, pour eux, le traitement avec PlumeStop, c'est reconnu comme une méthode de confinement utilisable pour le confinement des PFAS. Donc, le confinement des eaux souterraines pour l'ITRC peut être réalisé par injection d'un amendement qui conduit les PFAS à se fixer sur les matériaux de l'aquifère. Donc, ce qu'on vient de proposer est largement reconnu. Juste pour vous mieux expliquer avec cette courte vidéo, je vous montrerai qu'est-ce qu'on fait en gros avec l'injection de PlumeStop. On va créer, on a dit, un filtre à charbon actif directement en aquifère. On injecte les charbons actifs, les PFAS, au fur et à mesure qu'ils passent, sont absorbés au charbon actif. On verra aussi dans la barrière, on a fait une sortie d'effet de chromatographie parce que d'abord, on va voir absorber les PFAS à chaîne longue et après les PFAS à chaîne courte qui ont moins affinité au charbon actif. Donc, en gros, le charbon actif, qu'est-ce qu'il va faire? On va créer un équilibre dynamique, une absorption entre charbon actif et PFAS. Ça nous sert pour prolonger l'effet, le retard, le retardement de panache de façon vraiment importante. Donc, il faut savoir qu'en conditions naturelles, le facteur de retard pour l'épiphyse est typiquement entre 3 et 20. Après application de charbon actif colloïdal, on va attendre un facteur de retard jusqu'à 10 000. Donc, on va ralentir fortement de façon que c'est comme si c'était totalement arrêté. Donc, on va séquestrer l'épiphyse pour des décennies, des dizaines et dizaines d'années. Après, c'est vrai qu'une question qu'on se pose, c'est, d'accord, mais la barrière, est-ce qu'elle va finir pour être saturée et franchie? Oui, la réponse est oui. Quand on pense au PFAS, c'est oui, parce que les PFAS ne se dégradent pas. Après, on utilise les charbons actifs pour d'autres types de polluants qui se dégradent. On peut accélérer la dégradation de ce type de polluants. Donc, dans ces cas-là, on va travailler pour éviter la saturation, mais pour les PFAS, pour l'instant, on n'a pas trouvé de moyens de le dégrader. Donc, au bout d'un moment, notre filtre va être saturé, va être à nettoyer. Donc, ce qui importe, c'est quand
combien de temps ça prend cette saturation? Pardon. Donc pour ça, on a des modèles en interne qu'on a créés. On n'a pas investi uniquement sur le développement du réactif, mais aussi sur les modèles, le dimensionnement, la façon de modéliser, de façon de dimensionner de façon optimale pour vraiment optimiser l'efficacité, augmenter l'efficacité du traitement. C'est pas que le réactif, il faut effectivement prévoir l'évolution de ce type de traitement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a intégré dans nos modèles les isothermes d'absorption de Plumstop reliés aux différents polluants. Ici, vous voyez différents PFAS. Et ça nous sert pour estimer la longévité de notre réactif Plumstop et d'un dosage de Plumstop. Donc, la longévité est un paramètre qui est lié au dosage de charbon actif qu'on va injecter. Ces modèles nous servent pour optimiser le dosage de façon d'atteindre la longévité souhaitée. On peut avoir des dosages plus réduits, que ça veut dire des coûts des investissements plus réduits et de longévité. Si on n'a pas des exigences particulières de longévité, au contraire, si on a nécessité d'avoir quelque chose qui dure vraiment sur le long terme, on peut augmenter le dosage et donc le coût lié au réactif. Donc, il y a plusieurs configuration et solutions qu'on peut envisager. Sur ça, sur l'aspect longévité, il y a aussi une intéressante étude rédigée par des tierces parties, 2 universités canadiennes, Pearl Water Solutions, qui est un bureau d'études au Canada, et In situ Remediation Services, qui est une société de travaux nouveau au Canada. Il y a beaucoup, vous verrez, il y a beaucoup d'articles scientifiques rédigés par des tierces sur l'utilisation du charbon actif colloïdal pour le traitement des PFAS. Celui-là, il est intéressant pour l'aspect longévité, durée de notre traitement. Quelles sont les conclusions concernant cet aspect? Les conclusions de ces études, c'est qu'avec une seule injection, ils ont pris un examen, un cas spécifique, un cas d'étude spécifique. Ils ont observé, étudié qu'avec une seule injection, on atteint un traitement de décennies, donc plusieurs dizaines d'années. Ils ont aussi observé que la longévité augmente si on augmente la concentration de charbon actif qu'on injecte, bien sûr, et aussi si on augmente la longueur de la entretien. Donc, si en gros, on augmente l'épaisseur de la barrière, donc dans l'essence d'écoulement de la nappe. Après, donc pour résumer un peu, pourquoi utiliser Plumstop? Donc, c'est une solution éprouvée. On a déjà traité 19 sites à ce jour avec Plumstop, sites pollués en PFAS. On a des données de suivi jusqu'à 5 ans et il y a beaucoup d'articles scientifiques sur ce type d'utilisation de Plumstop. C'est quelque chose de très efficace. Vous verrez des cas concrets juste après. Aurélien, on va vous présenter deux cas d'études. Ici, c'est juste pour vous donner un exemple de l'application sur un site où on a des données jusqu'à 5 mois, environ 50 mois après l'injection. Donc, il a été fait une seule injection de Plumstop. Vous voyez comme les concentrations en PFAS se réduisent rapidement, déjà de la première campagne de suivi juste après, et les concentrations restent faibles pour 50 mois. Donc, vont voir un effet rapide et à long terme. Après, bon, c'est une solution qui est dans le commerce. Elle a été utilisée depuis 2014, donc elle est déjà disponible, prête à l'emploi. Ce n'est pas encore en phase d'essai, ce n'est pas une solution expérimentale, elle est disponible. Donc, dans quelques mois, on peut concevoir, dimensionner le traitement, le traitement pour votre site, donc le dimensionner bien pour votre site, votre situation, et on peut réaliser l'essai pilote et l'application à grande échelle. Donc, c'est quelque chose aussi de rapide à implémenter, appliquer. Autre avantage, c'est quelque chose de sûr. Le charbon actif, ça existe déjà dans plusieurs secteurs. On l'utilise pour la filtration de l'eau potable. Ce n'est pas un produit dangereux. On ne ramène pas les PFAS en surface, donc il n'y a pas de risque lié à ces aspects-là non plus. On ne va pas créer des produits de filiation dangereux et on réduit les temps à passer sur site. Donc, l'activité liée uniquement aux tests initiaux, à l'essai pilote,
et on va être sur site pour l'application. Donc, le chantier d'injection, on va avoir du personnel pour injecter et après, rien reste sur place et personne ne reste sur place. Mais la dépollution continue tout seul. C'est aussi quelque chose de durable. C'est du charbon actif organique, hein, ça dérive de la noix de coco. C'est un traitement passif, donc il n'y a aucune demande de terminer l'injection, il n'y a plus de demande d'énergie, de maintenance, on ne produit pas de déchets. Donc c'est une solution qui est moins chère par rapport à un pompage et traitement qui tourne à l'infini. Et l'impact sur site est minimisé. Comme je vous disais, rien reste sur site, terminer le chantier. Donc l'impact, c'est vraiment lié au temps nécessaire pour faire les injections. C'est aussi une approche très adaptable, ça c'est un aspect très intéressant. Il peut être utilisé seul, donc par exemple, comme vous voyez l'exemple ici, mais qu'on vient de voir même avant, juste pour traiter un panache, pour bloquer la migration du panache vers l'aval, ou il peut être utilisé, comme vous voyez dans la figure en bas, pour protéger un milieu récepteur, comme par exemple un puits de captage. Il peut être aussi combiné avec d'autres technologies comme l'excavation ou la stabilisation ou un pompage et traitement. Après, pour le traitement des PFAS, comme on a des objectifs si faibles, généralement les seuils d'alerte de sécurité pour la santé et l'environnement sont mesurés en nanogrammes. Donc, pour avoir une bonne efficacité, on envisage de faire pas mal de tests et d'essais avant application pour censurer une efficacité optimale du traitement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En interne, en Regénesis, on les appelle DVT, Design Verification Testing. On fait, avant l'application, des tests pour vérifier le dimensionnement. Ce n'est pas exactement comme la caractérisation qu'on fait pour définir le schéma conceptuel. Là, vraiment, on va chercher des informations spécifiques pour notre dimensionnement, qui nous servent pour modéliser notre barrière et optimiser notre dimensionnement. Donc, des fois, c'est des paramètres différents de ce qu'on cherche en phase de caractérisation. Et pendant ces DVT, il y a aussi des mesures de flux qui faisons avec le fluxmètre passif. Le flux, c'est un aspect très important pour dimensionner au mieux notre traitement, pour faire un bon modèle de la barrière. La vitesse d'écoulement, la quantité de polluants, des PFAS qu'on doit s'attendre à arriver à la barrière, c'est toutes des informations très, très importantes. Et donc ça, on peut aller les chercher avec les mesurateurs des flux. Et surtout, on peut aller regarder aussi le profil vertical du flux de polluants et de l'eau. Et ça nous permet de voir des hétérogénéités. Pas tout le temps, on a une géologie toute homogène et on doit s'attendre le même apport de polluants partout. Des fois, il y a des hétérogénéités. Il peut y avoir des lentilles plus perméables avec un flux de polluants beaucoup plus élevé. Donc, ces fluxmètres sont très importants pour effectivement voir ces hétérogénéités et donc aussi le considérer dans notre dimensionnement. On prend en compte tous ces paramètres mesurés dans notre dimensionnement. On prend en compte aussi l'absorption compétitive. On a du charbon actif, donc il ne va pas sélectionner que l'épiphace. Tout ce qui est organique, tout ce qui a tendance, qui a affinité au charbon actif va s'absorber. Donc, c'est important de considérer aussi la présence d'autres composés qui peuvent être en trace, peuvent ne pas être dangereux, mais il faut savoir qu'ils vont prendre la place sur notre charbon actif. On va prendre en compte l'effet de la rétrodiffusion, donc le phénomène pour lequel la pollution bouge des zones moins perméables jusqu'aux plus perméables, va migrer par gradient de concentration après un traitement. Donc, on fait plusieurs ajustements et on injecte. Pendant les injections, on va contrôler la distribution, donc vérifier qu'effectivement, il n'y a pas de trou dans notre barrière. Ça, c'est très important. On a des seuils en nanogrammes, donc s'il y a un trou dans la barrière, c'est difficile d'atteindre des seuils si faibles. Donc, c'est très important d'être sûr que notre charbon actif est allé là, exactement là où on veut. Et au final, on va revoir, on va faire une revue technique des performances. Donc, en pratique, c'est quoi les phases exactes pour l'installation
d'une barrière avec PlumeStop pour traiter les PFAS. Donc d'abord, on va vérifier le dimensionnement, comme on a vu avec les DVT. Donc on va établir aussi s'il y a les conditions pour réaliser une barrière PlumeStop et pour avoir des effets effectivement sur des réductions des PFAS. Donc si notre solution est adaptée au site, on va mettre en œuvre notre solution. Donc on va installer la barrière, on va injecter le charbon actif. Après, ensuite, il y a une phase de mise en service d'optimisation. Donc, c'est une phase juste après l'injection, juste après la réalisation de la barrière, pendant laquelle on va recueillir des données de façon de vérifier si les performances sont comme on s'attendait. S'il faut ajuster quelque chose, fixer quelque chose. Parce que, bien sûr, il y a toujours un peu d'inconnu lié au fait qu'on n'est pas sous terre. C'est des traitements in situ. Donc, on va effectivement voir l'effet du traitement et éventuellement ajuster. Et au final, il y a la phase opérationnelle. On a ajusté, la barrière est en place. Elle va atténuer vraiment sur le long terme la migration des PFOS et PFOA. On va voir un peu les phases qu'on vient de mentionner. Donc, qu'est-ce que c'est la vérification du dimensionnement? Comment on regarde si la solution est adaptée au site? On va si nécessaire, installer des puits de surveillance supplémentaires et aussi chercher des informations supplémentaires sur la lithologie. Ça pour avoir aussi des informations et avant et après injection, vraiment pour avoir un retour sur ce qui est l'effet de l'injection. On va faire, si possible, si ce n'est pas fait déjà, des essais de perméabilité pour confirmer la vitesse d'écoulement de l'aquifère. Ça, on a vu, c'est un aspect très important quand on pense au traitement in situ et surtout quand on pense à un traitement in situ comme celui-là où on doit atteindre des seuils si faibles. Ça peut être nécessaire de faire des échantillonnages supplémentaires de la nappe pour, par exemple, connaître s'il y a d'autres polluants organiques ou d'autres composés qui peuvent s'absorber aussi au charbon actif et aussi connaître les paramètres géochimiques qui nous permet toujours d'avoir des informations en plus sur le traitement. On va installer les iFlux, c'est les fluximètres passifs que je vous mentionnais avant, donc pour confirmer le flux qu'on avait pris en compte dans nos estimations. Ça, c'est la tête de ce capteur. On peut analyser les précurseurs oxydables totaux pour connaître la charge de polluants. On peut faire ça, oui, on fait généralement des essais d'injection à l'eau claire, ça pour établir la pression d'injection optimale, la pression aussi adaptée à notre milieu. On va voir la réponse de notre système dans le site spécifique et ça pour vraiment s'assurer que notre produit va se distribuer de façon homogène. Et on va faire la même chose avec PlumeStop, on va l'injecter et on va donc revérifier la distribution, même avec PlumeStop, pour vérifier, confirmer que les rayons d'influence soient ce qu'on avait estimé, considéré dans notre dimensionnement, de façon de pouvoir ajuster. On va aussi regarder l'effet d'un dosage et donc vérifier la modélisation qu'on avait faite. Donc, après, on est impliqué dans des centaines de sites dans le monde pollués par les PFAS. Vous avez vu, on a déjà traité 19 sites. Il y en a plusieurs pour lesquels l'application est programmée ou pour lesquels il y a un projet en cours. Donc, on est présent un peu dans tout le monde. Et pour l'instant, on a traité ce type de sites, donc des aéroports, des sites de la défense, des sites industriels, des sites pétroliers, des raffineries et aussi des décharges. Donc, j'ai fini pour le côté générique, pour l'introduction générale sur PFAS et notre solution pour le traitement des PFAS. Je passe maintenant la parole à Aurélien qui va vous présenter des cas d'études, des cas concrets, qui va vous présenter les résultats. Et on se reparle après les cas d'études pour voir notre garantie qu'on offre sur ce type de traitement et les nouveaux développements. Et pour finir, on verra les questions-réponses. À tout à l'heure. Merci Marie-Angela, bonjour à toutes et à tous. Donc Aurélien Trigé, donc moi j'ai la charge d'illustrer un peu tout ce que vient de dire Marie-Angela avec deux études de cas qui ont été réalisées en Europe. Les deux études de cas ont été réalisées sur des aéroports au Royaume-Uni.
Donc, la première, alors si on passe à la slide d'après, la première, ça va être un aéroport international au Royaume-Uni, donc sur lequel il y a eu un, voilà, parfait. Donc, un 6 mois d'essai pilote, donc essai pilote de traitement des PFAS. Donc, le site, c'est assez classique par rapport à ce que vous a présenté Mariangela. Sur cet aéroport, on va avoir des aires d'entraînement à la lutte incendie, donc des aires d'entraînement pour les pompiers. Et donc, sur ces aires, on va utiliser des mousses anti-incendie et donc on va avoir la présence de PFAS. Donc, ici, on a une pollution au PFAS qui a été identifiée en 2019. Donc, avant ça, on n'avait pas recherché cette problématique. Et quand on a commencé à chercher, on a vu en effet qu'il y avait des PFAS. Donc, c'est une dépollution volontaire menée par le client, car l'idée est de protéger une zone d'intérêt en aval hydraulique de la zone de l'aéroport. Au niveau de la géologie, on a des limons, des graviers et le tout repose sur des argiles. Avec par endroit, on a aussi noté la présence de remblais. Et une nappe d'eau, donc l'eau souterraine, à peu près à 2 mètres sous le niveau du sol. Hop. Donc la pollution, on vous l'a dit, c'est des PFAS, donc avec à peu près 200 microgrammes par litre. Et également, on va retrouver des hydrocarbures à hauteur de 20 mg litre. Donc c'est assez commun sur les aires d'entraînement de trouver à la fois des PFAS et des hydrocarbures, tout simplement parce que lorsqu'on fait des tests anti-incendie, on va allumer des incendies fictifs, par exemple avec de l'essence, et donc on risque de retrouver un peu d'hydrocarbures dans la nappe. Donc sur la slide suivante, donc ici on va présenter un peu le pilote qui a été mis en place. Donc il a été mis en place en aval hydraulique d'une des aires d'entraînement. On s'est placé à l'endroit où il y avait le plus possible de PFAS, quitte à faire un test pilote, autant être dans les pires conditions. On a mis en place un piézomètre en amont, le BH12, un piézomètre dans la barrière, le BH13, et ensuite, plus en aval, le BH14. Le piézomètre BH4, lui, est un piézomètre historique qui était déjà là installé par le client, donc c'est un piézomètre sur lequel on a beaucoup de données. Donc, on va voir apparaître les points d'injection du plume stop. Voilà, ils sont symbolisés ici en noir. Donc, des points notés de 1 à 16. Sur ces points d'injection, on a aussi à proximité mis en place des carottages pour évaluer en fait le rayon d'influence lors de l'injection du plume stop. Donc, ce sont les carottages qui sont symbolisés ici par des étoiles vertes. Et enfin, la dernière particularité, c'est qu'on a mis en place ce qu'on va appeler un parking agent. Donc, ce parking agent, en fait, il est là pour stopper la propagation du plume stop, pour pas que le plume stop aille trop loin, pour protéger la zone qui est en aval. En fait, l'idée, ça va être un produit qui va être utilisé pour déstabiliser la suspension colloïdale de charbon actif et pour être sûr que le charbon actif n'aille pas trop loin. L'idée, c'est pour éviter en fait que l'eau de la rivière en aval que vous protégez se colore en noir. Il n'y aurait pas d'impact sanitaire ou environnemental, mais ça risquerait de provoquer une coloration noire si le charbon actif arrivait jusque-là. Donc voilà pourquoi on met ce parking agent. Donc sur la slide suivante, on a ici résumé ce que vous a expliqué Marie-Angela, la phase de vérification-conception. Donc tout d'abord, la première des choses, c'était de vérifier les flux à traiter. Et donc cette vérification des flux, comme l'a expliqué Marie-Angela, on le fait souvent en utilisant des high flux. Et là, on s'est rendu compte que finalement, les flux à traiter étaient beaucoup plus importants que ce à quoi on s'attendait. Donc il a fallu, en gros, réajuster la dose de plume stop à utiliser pour être sûr d'avoir une bonne longévité de la barrière durant les essais pilotes. Donc là, ça met vraiment en avant l'intérêt de cette phase de vérification-conception pour vraiment vérifier les hypothèses qui ont été prises au bureau, lors du dimensionnement. Donc cette phase de vérification-conception a conduit à l'augmentation sensible des concentrations, enfin des teneurs, des dosages de plume stop utilisés pour la barrière. Sur la slide suivante, on a ici les résultats de ce test pilote. Donc là, on va faire avancer l'animation. On va voir les flèches rouges, ce sont les périodes d'injection du plume stop. Donc on retrouve nos piézomètres en amont, dans la barrière et en aval, à 3,2 et à 5 mètres. Ce qu'on voit, c'est qu'en amont, donc, on a la présence de PFOS et de PFOA. Et dans la barrière et en aval, on voit que très rapidement, les concentrations ont diminué.
donc plus de 99% de diminution, et on a bien souvent des concentrations PFOS et PFOA en dessous des limites de détection. Donc voilà des résultats qui sont plutôt intéressants. Rapidement, on voit des diminutions des concentrations jusqu'à atteindre les limites de détection. Voilà, c'est ce qui est ici schématisé par la petite animation. Donc si on continue, donc ici juste avant on vous a montré les PFOA et les PFOS, et là on s'est intéressé à 11 autres composés de la famille des PFAS pour essayer de voir si notre technologie ne fonctionne que sur 2 PFAS en particulier ou si elle fonctionne bien sur toute la famille. Bon, bah, la réponse est que pour tous ces composés, pour les 11 composés, on a également plus de 93% d'élimination des PFAS, de cette famille de 11 composés. Sur la slide suivante, on va expliquer pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ces 11 composés. Comme vous l'expliquait Marie-Angela, les PFAS, c'est une très grande famille. Donc une très grande famille avec beaucoup de composés qui vont avoir des propriétés physico-chimiques différentes. Et notamment, une propriété qui va nous intéresser, ça va être la capacité d'absorption sur le charbon actif. Donc cette capacité d'absorption, on va la caractériser avec le KOC. Ici, on a les PFAS avec le KOC le plus grand, donc le plus susceptible d'être absorbé, jusqu'au PFAS avec le KOC le plus faible. Par exemple, si on prend le PF-HXA, il a un KOC de seulement 20 comparé à 1000 pour le PFOS. Donc on a quand même regardé sur ce composé-là, voir si effectivement on avait une bonne absorption ou si du fait de ce faible KOC, on avait une faible absorption. Ben, le résultat, il est montré ici sur la figure. On voit que même pour ce composé qui a un KOC relativement faible, on arrive quand même à bien le retenir dans la barrière de Plumstead. OK. Donc les conclusions de cet essai pilote. On a vu qu'on avait plus de 99% de réduction des PFOS et des PFOA en aval de la barrière. On a mis en avant l'intérêt de cette phase de conception-validation du DVT pour vraiment réajuster les doses de Plumstock à utiliser pour optimiser ces doses-là. Et donc tout ça nous a permis de prouver l'efficacité de la technique et ensuite de réfléchir à l'installation à plus grande échelle qui sera prévue fin 2022, début 2023. Un second cas d'étude que je vais vous présenter, c'est toujours au Royaume-Uni, c'est un aéroport un peu plus petit, un aéroport privé, sur lequel on a mis en place un essai pilote qui a, je spoil un peu, mais qui a bien fonctionné. Et suite à cela, on a réfléchi donc pareil à la mise en place à grande échelle et on a aussi travaillé sur les garanties Plumshield que vous présentera Marie-Angela. Alors, sur la slide suivante, voilà, c'est typiquement un aéroport avec encore une fois une aire d'entraînement à la lutte anti-incendie qui a donc généré une problématique au PFAS. Sur cette aire, il y a une partie en fait du site qui va être utilisée pour d'autres projets immobiliers, donc d'où l'intérêt de gérer cette problématique de PFAS. On va retrouver une pollution PFOS de 320 nanogrammes par litre, d'autres polluants tels que les PFOA à hauteur de 6320 nanogrammes par litre. Et au niveau de la géologie, on retrouve des craies altérées, avec la particularité qu'on va avoir des horizons à différentes perméabilités. On va avoir des horizons à perméabilité plus ou moins élevés, et donc des vitesses de déplacement de la nappe plus ou moins importantes dans ces différents horizons. Donc ça, on va revenir, ça va être un point important pour la suite. Et la nappe se trouve donc à 3 mètres de profondeur, la première nappe. Donc toujours pareil, on a mis en place un test de vérification conception. Donc on a, dans un premier temps, mesuré les vitesses d'écoulement de la nappe dans ces différents horizons. Donc on a un premier horizon entre 22 et 67 mètres par an et le suivant entre 59 et 115 mètres par an. Ensuite, voilà, ici c'est la petite photo, je vous ai déjà montré sur les high flux, ce à quoi ça ressemble. Donc cette test de vérification conception, ça a duré à peu près 10 jours. Ça nous a permis de vérifier qu'en effet on pouvait bien injecter sans qu'il y ait des problèmes de remontée en surface. On a aussi vu qu'on pouvait bien mettre en place nos tiges de direct pull jusqu'à 11 mètres et que les travaux pouvaient être achevés dans les délais impartis. La surprise que l'on a eue durant ces tests de vérification conception, c'est sur le rayon d'influence. Vous vous souvenez, le cas d'étude que je vous ai montré juste avant, la surprise qu'on avait eue, c'était sur les flux à traiter. Mais ici, la surprise, c'était sur les rayons d'influence qu'on pouvait atteindre. Donc, ils étaient plus faibles que ce à quoi on s'attendait. Donc, il a fallu augmenter la dose, le volume de Plumstock à injecter pour vraiment avoir une barrière continue avec des recoupements entre les différents points d'injection. C'est ce qu'on va voir sur l'animation. On va voir en rouge,
C'est pour vraiment symboliser qu'il nous faut vraiment un recoupement entre les points d'injection pour avoir une barrière vraiment continue. Voilà, c'est ici qui vient se symboliser en rouge. Donc les premiers résultats que l'on a eus, on voit en amont au niveau du piézomètre BH7, donc c'est le piézomètre qui est en bas sur la figure. On voit qu'on a des concentrations entre 478 et 526 nanogrammes par litre en amont. Donc ça, c'est 10 mètres en amont. Et on va voir en aval immédiat le piézomètre qui est situé à 50 cm, donc c'est le BH8 à 50 cm en aval de la barrière. On va voir que là, très vite, les concentrations vont descendre en dessous des limites de détection pour le PFOS et à 0,9 nanogrammes par litre pour le PFOA. Ensuite, voilà, c'est ici ce qui est symbolisé. On va regarder plutôt un peu plus loin, donc là, cette fois-ci à 5,5 mètres en aval avec le BH9. Donc, pour les horizons superficiels, donc le S, on va voir qu'il y a des fluctuations, donc c'est celui qui est tout à droite, voilà, avec le point d'interrogation. Pour les horizons profonds, on voit qu'il y a une tendance à la diminution. Mais pour les horizons donc superficiels, on a encore quelques questions qui se posaient, c'est pourquoi est-ce que ça fluctue et pourquoi est-ce qu'on n'a pas une diminution aussi nette alors qu'on a une diminution nette dans les horizons profonds. Et bien pour cela, il a fallu qu'on réfléchisse un peu à la géologie et l'hydrologie, ce qu'on va vous expliquer sur la slide d'après. Donc entre le piézomètre amont et le piézomètre aval, on a le piézomètre WSO5, qui est un piézomètre intermédiaire en fait. Et surtout, c'est un piézomètre historique. Donc, il y a eu beaucoup de relevés qui ont été faits sur ce piézomètre-là. Et systématiquement, on a vu des concentrations très élevées en PFOA. Bon, là, on voit que suite à l'injection, les concentrations semblent diminuer, mais c'est sûrement lié à des effets liés au phénomène d'injection. Donc, l'injection a eu des effets sur ce piézomètre-là. Ce qui est plus important, c'est que sur ce piézomètre, on n'a pas de log de disponible. Donc, on ne sait pas exactement jusqu'où a été crépiné ce piézomètre. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il a été la profondeur maximale du piézomètre est de 3,7 mètres. Donc c'est un piézomètre qui va regarder la nappe plutôt en surface, donc dans les horizons superficiels. Donc si on continue, on a dit ici, donc ce piézomètre, il est dans les horizons superficiels et en effet, on voit qu'il y a des concentrations très élevées dans ces horizons superficiels. Nous, ce qui nous pose surtout problème, c'est en BH09, donc qui est en aval à 5,5 mètres. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une si nette diminution des concentrations? Mais si on regarde les logs, cette fois-ci on les a, les logs d'installation de ces piézomètres, on va voir en fait que lors de l'installation, on s'est rendu compte qu'en effet, dans les horizons superficiels, on avait un déplacement de la nappe beaucoup plus lent, un flux d'eau en fait beaucoup plus lent que dans les horizons profonds. C'est ce qu'on va voir là quand on va faire défiler le log. Donc il y a une animation, voilà. Vous ne voyez peut-être pas très bien, c'est écrit en petit, mais en gros, on voit que dans les horizons profonds, le flux, la vitesse d'écoulement de la nappe est beaucoup plus grand que dans les horizons superficiels. Donc si on résume ça sur la slide d'après par un schéma conceptuel, voilà, vous allez voir. Donc ce qu'on a en fait, c'est que dans les horizons profonds, la nappe se déplace très vite. Donc très vite, on pourra avoir des effets de la barrière sur ce piézomètre-là. Par contre, en surface, la nappe se déplaçant beaucoup moins vite, les effets de la barrière sur ce piézomètre seront beaucoup plus longs à observer. Donc c'est ici ce qui va apparaître. Voilà. En bas, on a des concentrations plus faibles et surtout des flux beaucoup plus grands. Donc plus vite, on verra des effets. Par contre, en surface, la charge de polluant est beaucoup plus élevée. C'est ce qu'on a vu avec le piézomètre WS5, le piézomètre historique. Et en plus, la nappe a tendance à se déplacer beaucoup moins vite. Donc il faudra plus de temps pour observer les résultats. Pour valider ces hypothèses, ce qu'on a fait, c'est que d'une part, on a été voir à plus long terme les résultats. Donc là, dans les résultats précédents, je vous ai montré, ça allait jusqu'à mars 2021. Et là, on va jusqu'à juin 2021. Donc, on vérifie que sur les piézomètres, ça fonctionnait bien, ça continue à bien fonctionner. Donc, il n'y a pas d'effet rebond. Par contre, sur les piézomètres neufs, voilà, plus en aval, on voit qu'en profondeur, on a bien cette décroissance qui est bien confirmée. Et dans les horizons de surface, on voit aussi qu'il commence à y avoir une décroissance. Donc, on a vraiment un effet retard qui est mis en avant. Mais surtout, pour encore confirmer tout ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un piézomètre intermédiaire à 2,5 mètres, qui va apparaître sur la figure. Et sur ce piézomètre intermédiaire, ce qu'on a vu, c'est qu'en effet, les concentrations étaient en dessous des limites de détection. Donc, ce qu'on observe plus loin, c'est tout simplement lié à un effet retard.
OK. Donc, sur la conclusion de cet essai pilote, on a vu qu'à 0,5 m et à 2,5 m en aval de la barrière, on avait des effets nets de la barrière sur les concentrations bifaces. Donc, la barrière fonctionne bien. Plus loin, à 5 mètres en aval, il faut plutôt regarder en profondeur, là où la nappe se déplace plus vite pour voir les effets plus rapidement. Et dans les horizons superficiels, on sait que ça reviendra, mais que ça viendra un peu plus loin, ça prendra un peu plus de temps. Donc tous ces résultats nous ont permis de passer à une échelle plus grande. Voilà, c'est ce qui apparaît ici. Donc pour l'échelle plus grande, ce qu'on va faire, ça va être un peu la même démarche. On va mettre d'abord en place des piézomètres en amont, voilà, qui sont ici symbolisés en rouge. Ces piézomètres, l'intérêt, ça va être d'avoir l'état zéro, en fait l'état initial de l'eau à traiter. La barrière, elle est symbolisée en rose. C'est à peu près une barrière qui fait 270 mètres de long. Et donc dans cette barrière, on va mettre en place d'autres piézomètres pour vraiment vérifier l'intégrité de la barrière. Donc ce sont ici les points qui viennent d'apparaître, donc 6 puits de confirmation, on va dire. Et ensuite, à proximité, en aval immédiat de la barrière, on va remettre en place encore d'autres piézomètres pour, là, cette fois-ci, vérifier que la barrière elle permet bien d'avoir une réduction en aval des concentrations en biface. Donc tout ce dimensionnement, toute cette phase qui va être mise en place, en complément de l'essai pilote qui a été réalisé, ça va nous permettre de proposer à notre client une offre commerciale qui s'appelle le PlumeShield, qui va être l'offre, en fait, ça va être de coupler une solution technique à des garanties de résultats. Donc ça, c'est ce que va vous présenter Marie-Angela, donc je lui repasse la main dès maintenant. Merci Aurélien. Merci pour cette partie de la présentation. Donc oui, je reprends un peu la main pour vous parler de PlumeShield. Donc PlumeShield, c'est une garantie qu'on offre pour vous offrir une approche simplifiée pour mieux gérer l'exposition à long terme au PFAS. Donc ce n'est pas un réactif, ce n'est pas un produit, c'est une offre commerciale. Qu'est-ce qu'on vous offre? On vous offre de vous garantir que nos systèmes de dépollution in situ suppriment le risque environnemental lié au PFAS dans les nappes. On vous garantit les coûts, donc on vous garantit des temps. On inclut dans les coûts les produits et les injections, donc les activités aussi, les injections, mais aussi les DVT, les phases d'essai, des tests, les essais pilotes. On vous garantit une efficacité. Donc, pour faire ça, en gros, le solde sera fait uniquement quand la barrière aura atteint les objectifs, les performances concordées, attendues. Et au final, on vous garantit la performance. Typiquement, on garantit une performance pour 10 ans. Ça, c'est le cas qu'on va plus souvent. Mais ça peut être changé, ça peut être plus long. Ça dépend des exigences et bien sûr aussi de ce qu'on peut faire sur les sites. Mais par exemple, si on prend l'exemple de 10 ans, ça veut dire que s'il y a un percé de la barrière avant 10 ans, nous venons sur site à fixer la barrière et à notre coût. Donc, c'est tout compris. On vous donne une solution clé en main, investigation, injection, produit et on va dire, je cherche les mots en français, désolé, la fixation, la résolution des problèmes. Bien sûr, on propose un paquet complet. Il faudra quand même, on revoit un peu les phases qu'on vient de voir dans la première partie de la présentation. Il y aura quand même une phase d'essai de confirmation où on doit effectivement évaluer si le site, la pollution est adéquate au traitement qu'on veut faire. On va faire l'installation et la mise en service, donc on fournit les produits, on fait nos tests. Il y a une phase de mise en service, optimisation pour vérifier les performances et ajuster juste après l'injection, donc l'installation de la barrière, et il y aura une approbation. Après, il y a l'exploitation. Donc, réaliser la barrière et ajuster, la dépollution va marcher tout seul. Il n'y a aucune activité opérationnelle nécessaire sur site. Il y aura juste le suivi des eaux que vous souhaitez. Parce qu'on va créer un système passif. Donc, rien reste sur site. Si on injecte par direct push avec GeoProbe, rien reste sur site. Si on crée des points d'injection, il y aura juste des puits d'injection qui restent sur site. Et après, vous aurez en garantie pour, par exemple, une dizaine d'années.
On a fini avec la garantie. On va regarder un peu les développements en cours et futurs. Donc, déjà, je vous anticipe sur notre site internet, il y a beaucoup de matériel. Vous pouvez chercher les ressources sur le traitement des PFAS. Il y a beaucoup de matériel en plusieurs langues. Vous allez trouver plusieurs heures de webinaires comme celui-là, les enregistrements, plusieurs cas d'études en anglais, en français. Vous allez trouver plusieurs articles scientifiques rédigés par des tierces sur ce type de traitement, des vidéos d'explication et vraiment beaucoup de matériel, bulletins techniques. Et aussi nos contacts si vous voulez plus d'informations, plus de documents ou nous contacter pour un dimensionnement, une offre. On a aussi d'autres recherches en cours avec différentes universités, comme l'Université de Waterloo, avec différentes agences environnementales. On soutient pas mal de projets de recherche à l'international dans les milieux universitaires sur l'utilisation du charbon actif colloïdal pour le traitement des PFAS. Donc, il y a beaucoup de choses en cours. Au final, pour conclure, dernière chose en cours, on a un nouveau traitement qui va bientôt être lancé. Donc, on a vu la réalisation des barrières dans les panaches pour le traitement des PFAS avec PlumeStop. On va bientôt lancer SourceStop, donc un autre réactif qu'on applique par contre dans une source, toujours pour traiter les PFAS. On peut l'appliquer du coup dans les sols saturés, mais celui-là, on peut l'appliquer aussi dans les sols non saturés. Donc, de cette façon, on va donc traiter la source, en gros, bloquer en amont, on va bloquer l'apport de pollution qui, on s'attend, arriver à la barrière navale. Comme ça, on va aussi fournir une solution complète, source et panache, une solution qui nous permet de garantir complètement notre barrière plume-stop en aval, donc qui nous permet d'arrêter l'apport de pollution de façon d'éviter au minimum la saturation de notre barrière. Donc, on a une garantie complète. Donc, pour conclure et résumer, donc nous offrons une gamme de technologies pour la dépollution des sols et des nappes. Aujourd'hui, on a vu les PFAS, mais on a différents réactifs pour le traitement des hydrocarbures, solvants chlorés, chrome hexavalent. Aujourd'hui, on a vu PlumeStop, un charbon actif colloïdal, qui est une technologie éprouvée, utilisée dans des centaines de sites dans le monde pour les PFAS ou non. On a observé que PlumeStop supprime les risques liés aux PFAS dans les nappes. Et on a vu aussi l'importance des tests de vérification de dimensionnement. Donc, c'est quelque chose qui nous permet d'identifier les inconnus, ajuster notre dimensionnement, avoir vraiment une application optimale. On a vu que le PlumeStop utilisé pour le traitement de PFAS, c'est une stratégie rentable et c'est une approche garantie avec PlumeShield. Donc, j'ai terminé, on a terminé avec Aurélien aussi la partie de présentation. Je vous remercie pour l'attention. Je remercie Aurélien pour cette claire explication des cas d'études. On passe maintenant à la session questions-réponses. N'hésitez pas à écrire, vous êtes encore en temps à écrire des questions dans notre chat. Si on n'aura pas le temps de terminer, de répondre à tous aujourd'hui, on va vous répondre par mail, mais n'hésitez pas à écrire. Donc, je passe maintenant la parole à Chris qui a commencé à récolter un peu des questions qui sont arrivées au cours du webinaire. Merci Marie-Angela. Nous avons reçu plusieurs questions très intéressantes. Je vais essayer ou on peut essayer de répondre quelques-unes et la reste, on va répondre individuellement. Première question. Quelle est la longévité de PlumeStop dans les eaux souterraines? La longévité ou plutôt la mobilité de PlumeStop dans la nappe est limitée. Le charbon actif reste mobile pendant quelques semaines, quelques mois peut-être, mais au moment que les polymères se sont dégradés, le charbon actif va précipiter complètement et ne bougera plus jamais. Après, le charbon actif, ça sera, comment dire, de plus en plus incorporé dans la matrice du sol.
mais il ne se dégrade pas, il reste sur place et il reste actif pendant des dizaines ou même des centaines d'années. Deuxième question, comment savez-vous que les concentrations resteront faibles pendant de nombreuses années? Ben, il y a plusieurs éléments qui nous donnent cette confiance. D'abord, on a les essais laboratoires où on a forcé la circulation de l'eau dans les colonnes pour simuler un traitement de longue durée. Il y a bien sûr aussi le retour d'expérience parce que les premières applications ont été injectées il y a 4 et 5 ans déjà. Et aussi, très important, comme Marie-Ange l'a montré pendant la présentation déjà, on a développé notre propre modèle de transport qui tient compte avec les isothermes de sorption des paramètres de PFAS les plus importants et ça nous donne une bonne idée de la longévité qu'on peut obtenir. En plus, ce modèle s'améliore tout le temps parce que maintenant, on peut le calibrer avec les résultats des projets qu'on a fait déjà. Troisième question. Y a-t-il des types de géologie dans lesquels cette technologie ne peut pas être appliquée? Oui, il y en a. Mais normalement, tout ce qui est sable et limon, c'est possible. On peut avoir des soucis avec des graviers, par exemple, avec un écoulement de l'eau qui est très, très élevé, mais ce n'est pas toujours le cas, ça dépend de la situation. Injecter dans l'argile, c'est difficile, mais tout est difficile dans l'argile et on peut se demander si le traitement de l'argile est nécessaire aussi. Tout ce qui est rocher, calcaire et tout ça, ça devient difficile à réaliser. Une bonne distribution du charbon actif. Et surtout pour le traitement de PFAS avec des seuils très, très limités en nanogrammes par litre, ça devient compliqué pour réaliser ces objectifs. Quatrième question, quels sont les éléments les plus importants dont vous avez besoin et qui manquent généralement à l'étude des sites? C'est surtout une description très détaillée de la géologie et l'hydrologie dans la zone de traitement spécifique. On envisage de caractériser bien les zones de flux ou de flux et aussi mesurer le flux avec les échantillonneurs passifs, les cartouches de iFlux dont on a parlé. Et c'est quelque chose qui n'est pas prévu normalement. On peut aussi penser aux précurseurs d'oxydation, qui peuvent être un paramètre important, je pense. Oui, c'est vrai. Après, si je peux juste ajouter une chose, je vous interromps. Je voulais juste souligner que bon, c'est important de savoir, ce n'est pas que les bureaux d'études en phase de caractérisation ne font pas leurs travaux. C'est que pour ce type de traitement spécifique, on a vraiment besoin d'informations spécifiques que typiquement on ne cherche pas certaines informations, on ne les cherche généralement pas dans la caractérisation, c'est normal. C'est des informations très, très spécifiques dont on a besoin pour nos modèles et qui peuvent changer vraiment beaucoup le dimensionnement, le dosage et l'efficacité. Par exemple, dans un des cas d'études, ICOM avait fait une caractérisation excellente, c'était bien caractérisé, mais après, il faut décider la stratégie, la zone d'installation. Il y a souvent certains paramètres qu'il faut chercher et qui sont très, très spécifiques de la phase d'après.
Donc, dès qu'on sait la technique de dépollution, dès qu'on connaît ce type de traitement, la configuration, on va chercher des paramètres spécifiques pour ça. Donc, c'est quelque chose de vraiment différent ce qu'on fait en phase de caractérisation. Merci. D'accord. Oui. Et encore une dernière question. Est-ce que le diagnostic du site peut être réalisé en même temps que les essais pilotes ou doit-il être réalisé en amont? Ben, je pense que pour être sûr que tout se passe bien, c'est mieux de faire en deux phases, hein. Oui, après, pardon, si je peux ajouter ici aussi, Oui, bien sûr. on a vu des cas, il y a eu des cas où on peut faire juste quelques diagnostics supplémentaires en même temps. C'est sûr que ça dépend beaucoup des conditions du site et du temps à disposition. C'est quelque chose de plus spécifique. C'est sûr que bah, souvent, c'est plus correct. L'idéal, c'est d'avoir au moins le temps d'évaluer des données supplémentaires. D'accord. Merci. Voilà, il reste encore plusieurs autres questions, mais je propose de les répondre par email, disons d'ici la semaine prochaine. D'ici 1 heure, vous recevrez un mail de remerciement avec un lien pour répondre à un questionnaire de satisfaction. Merci par avance de prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire. Et merci de nous avoir rejoints et passez une bonne après-midi. Merci, au revoir. Merci. Merci à Au tous. revoir. Au revoir. Au revoir.